la polémique sur le présumé scandale de corruption autour de l'octroi par l'État sénégalais de licences d'exploration de pétrole et de gaz à la société Timis Corporation de l'homme d'affaires Franck Timis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Babacar Gaye, bonjour. Bonjour Babacar Fall, bonjour chers auditeurs de la RFM qui nous suivez sur la 94.0. Et d'abord, votre commentaire sur cette manifestation interdite vendredi dernier et sanctionnée de plusieurs arrestations, manifestations que voulait tenir à Dakar le collectif Art l'Unibok qui a été fondé suite aux affirmations de la BBC justement sur ces contrats. Merci Babacar, c'est pour moi l'occasion de féliciter tous ces jeunes, tous ceux qui se sont mobilisés afin de s'indigner à la suite de la publication du reportage Panorama de BBC Afrique, qui a été pour moi une occasion pour l'Afrique d'être fier de ces journalistes. J'ai constaté que les jeunes qui croient encore au devenir de ce pays se sont mobilisés, même si le préfet de Dakar, sur instruction naturellement du ministre de l'Intérieur, a interdit avec des motifs fallacieux ce rassemblement pacifique qui devait se tenir sur la place mythique de la nation. Je pense que ne pas accepter un rassemblement pacifique encadré par les centaines de policiers armés jusqu'aux dents et devoir poursuivre dans les rues de la Médina et de Koloban toute cette jeunesse déterminée à réclamer leur dû qui semble être spolié par ceux qui nous gouvernent, et aujourd'hui un échec patent de l'administration publique qui doit cesser d'être inféodée au régime actuel du président Macky Sall. Vous avez parlé de motifs fallacieux pour interdire cette manifestation. Vous pointez le préfet qui naturellement reçoit des instructions de son patron, le ministre de l'Intérieur. Justement, les préfets autogouverneurs toujours au service des gouvernants, comme vous l'avez été d'ailleurs, vous, Parti démocratique sénégalais, pendant 12 ans, non? Et ça ne change pas? Si. J'ai eu la chance de côtoyer le président Abdoulaye Wade et d'avoir géré avec lui des crises beaucoup plus importantes que ce début de crise que nous avons vécu dans les rues de Dakar. Et à chaque fois que certains caciques du Parti démocratique sénégalais ont cherché à contraindre les préfets et gouverneurs à s'opposer à la manifestation donc des libertés et donc à l'expression des droits à la marche, le président Abdoulaye Wade a toujours su faire passer aux autorités administratives les discours qui devaient permettre justement que les Sénégalais puissent faire leurs manifestations à des heures déterminées et à des endroits fixés. Au passage, je salue la clairvoyance de l'ancien commissaire Aronossi, mais surtout de ceux qui étaient à l'époque préfet à Dakar. Jamais une manifestation de l'opposition n'a été interdite. Ce qu'on a constaté, c'est qu'après les manifestations, il y avait des débordements que peut-être les policiers ont voulu contenir et ce qui a occasionné des répressions que personne n'a pu accepter. Personnellement, je l'ai condamné hier, je continue à les condamner parce que j'estime que nous sommes dans un pays où quand même il faut atteindre le niveau atteint par la France, atteint par tous les pays démocratiques. Les populations doivent pouvoir se mobiliser, manifester pacifiquement quand ils ne sont pas contents. C'est juste une forme d'expression parce qu'ils n'ont pas accès aux médias comme nous, ils n'ont pas accès au pouvoir, ils n'ont pas accès aux bonnes décisions. Et franchement, je salue la détermination des jeunes comme Guy Marius Sagna, comme Madame Maïmouna Bousso, comme Sané qui dirige aujourd'hui Yanamar, comme Cheikh Sadibou Diop. J'étais fier, je me rappelle, ça me rappelle les moments de 88 quand je sortais de l'ENAM, donc le cycle B de l'ENAM, pour aller accompagner ceux qui sortaient de Blaise Diagne, ceux qui sortaient de la Médina, de Grand Dakar, pour faire face à la soldatesque du président Abdou Diouf. Aujourd'hui, cette jeunesse-là me semble être debout pour que la lumière soit faite sur cette question
de l'affaire Aliou Sall, il faut l'appeler comme tel. Justement, c'est quoi votre opinion sur ce que la chaîne BBC a dit dans son reportage? Je considère que BBC a été à la hauteur de la tâche. C'est vrai, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'hommes de médias ont par le passé évoqué cette question concernant l'octroi des blocs offshore du Sénégal à Franck Timis et à ses alliés qui sont au cœur du système du président Macky Sall, mais jamais on n'a atteint ce niveau de disponibilité de l'information, des chiffres et de documents qui attestent de l'implication de Aliou Sall, de Franck Timis, mais surtout des suspicions de concussion qui peuvent, de mon point de vue, atteindre celui qui détient le décret, c'est-à-dire M. le Président de la République. J'estime que Aliou Sall et tous ceux qui ont trempé dans cette affaire ont l'obligation de libérer la justice et de libérer la République. Et le président Macky Sall, ne serait-ce que de manière principielle, devrait aujourd'hui se débarrasser donc de Aliou Sall en tant que son frère qui gangrène la bonne marche de la République. Se débarrasser comment de le limoger de la tête de la Caisse des dépôts et consignations, vous voulez dire? C'est de prendre toutes les décisions qui feront que la République soit exempte de l'implication des familles, comme on l'a reproché à Maître Abdoulaye Wade avec son fils Karim Wade. Je pense qu'au-delà de Aliou Sall, le président Macky Sall gagnerait à débarrasser la République de sa belle famille et à débarrasser la République de son clan, de toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de place dans cet espace qui nous appartient nous tous, parce que, il faut jamais l'oublier, Macky Sall a créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République. Tout le monde s'attendait à ce qu'il combatte toutes les dérives qui gangrènent un bon fonctionnement de notre République. Et l'affaire donc Aliou Sall est un exemple patent. J'estime que s'il faut espérer sortir de cette situation avec moins de bobos pour le Sénégal, parce que de toutes les façons c'est parti en couille, vous m'excusez du terme, nous allons de jour en jour assister à des soulèvements, à des manifestations pour que Aliou Sall, Franck Timis et toutes les personnes qui ont trempé, qui sont impliquées dans cette affaire de pétrole sale puissent se rendre compte devant la justice. Et pour ça, il n'y a pas de solution. C'est d'abord permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance, en libérant Aliou Sall de son statut de frère du président, mais surtout de ses charges publiques, parce que c'est incompatible. Il y a des exemples patents au Sénégal, dont l'affaire Mamadou Seck. Il y a des exemples patents dans le monde, où chaque fois qu'un homme politique est soupçonné d'avoir été impliqué dans une affaire, il commence d'abord par rendre le tablier pour se mettre à la disposition de la justice. C'est un minimum qu'on attend d'Aliou Sall. Mais dans cette affaire, Babacar Gaye, évoquons le commencement. Vous étiez à un moment directeur de cabinet politique du président Abdoulaye Wade. Le fonctionnement du palais, vous connaissez bien les décisions administratives qui s'y prennent. Au moment où Franck Timis a débarqué au Sénégal pour obtenir sa licence d'exploration avec le soutien de Karim Wade, avec ce fameux décret de l'ex-président de la République signé le 17 janvier 2012, à la veille de la présidentielle qui a vu la défaite de Wade, ce décret-là, étiez-vous au courant à l'époque qu'il a été signé et dont aujourd'hui l'authenticité a été remise en cause? Je n'étais pas au courant de l'édiction de ce décret. Parce que d'abord, c'est une affaire qui ne concernait pas mon boulot. Deuxièmement, je n'étais plus ministre d'État chargé des affaires politiques auprès du président de la République. J'avais fini de démissionner au mois de septembre 2010, même si je continuais à apporter les conseils back-office au président Abdoulaye Wade sur toutes les questions politiques. Et certainement, c'est ce que peut-être certains ont compris, à commencer par Djibril Amadou Kanouté, ancien directeur général de Petrosen, qui à l'époque gérait le dossier donc des blocs donc de pétrole qui appartenaient au Sénégal. Il a tenté, naturellement, et ça je le confesse, de passer par moi pour demander à Karim Wade de signer la convention qui devait octroyer donc ces blocs-là à ceux qui étaient des prétendants.
Ah bon? Absolument. Et ça, je pense qu'il m'écoute, il m'entend naturellement peut-être. D'autres personnes qui savent les relations que j'ai avec Kanouté savent exactement pourquoi il serait tenté de venir me voir pour que je puisse interférer dans cette affaire-là. Malheureusement, Karim Wade n'a pas voulu donner suite à mes interventions, entre guillemets, parce que il savait, comme moi aussi, que le président Blade ne voulait pas du tout signer avec des multinationales à des taux de 10% pour tout ce qui touche à l'exploitation de nos ressources. Ça, c'est un principe chez lui, et je le dis de manière solennelle. Il a toujours estimé que c'était pas normal que les pays africains perdre l'essentiel de leurs ressources parce que leurs dirigeants acceptent les conditions fixées par leurs partenaires des pays développés. Il l'a même dit dans le cadre de son projet des États-Unis d'Afrique. Karim Wade m'a sorti cet argument. Je le savais déjà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi en réalité, par la suite, ils ont signé, donc Petrosen, le ministre d'État Karim Wade et Franck Timis, une convention donc d'attribution de ces blocs pour rechercher et exploiter le cas échéant. J'estime que quelque part il y a eu peut-être des données qui m'échappent, hein. Je suis obligé de le dire de la manière la plus franche possible. Je ne sais pas pourquoi, malgré les arguments qui avaient été développés par les services de Petrosen, qui estimaient que le Sénégal n'avait pas atteint un niveau reconnu au plan mondial comme pays pétrolier, exploitant ou en tout cas producteur de pétrole. Donc, c'était 10%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on signe la question, convention? pourquoi Abdoulaye Wade... Je n'ai pas la réponse. Ouais. Aujourd'hui, logiquement, c'est une question, les premiers responsables de ce présumé scandale pourraient être Karim Wade et son père Abdoulaye Wade, alors président de la République, non? Je ne pense pas que ce soit le fait de signer une convention qui est scandaleux. Ce qui est scandaleux, justement, c'est... C'est scandaleux qu'on remette en cause l'authenticité d'un décret qui donne ces conventions-là. Non, je dis que ce qui est scandaleux, c'est pas signer la convention. Ce qui est scandaleux, c'est de signer la convention et que derrière, on soupçonne une concussion ou une corruption. Aujourd'hui, il est avéré que... Vous-même, vous dites que vous ne comprenez pas que Abdoulaye Wade contre un maximum de 10% pour le Sénégal dans les conventions réticent à la dernière minute, à la veille d'une élection présidentielle, eh bien, qui donne son accord. Il est possible qu'il ait été convaincu que, effectivement, le Sénégal n'était pas un pays réputé producteur de pétrole, donc qu'il ne pouvait pas prétendre plus que ses autres collègues africains, je suppose. Par contre, j'estime que derrière, il n'y a pas du tout de traces de corruption pour quelqu'un qui porterait le projet Timis, comme ça a été le cas aujourd'hui avec Alioune Sall, qui gagne $25 000 moins, dit-il, qui reçoit $250 000 dans le compte d'une de ces sociétés. Je passe sur l'imbroglio qu'il y a entre la création de Timis... Selon BBC, cette transaction existe bel et bien, oui, justement. Oui, mais je veux dire, ce qui est encore cocasse, c'est que, Babacar, toutes les sociétés de cette nébuleuse sont créées entre janvier 2012 et juillet 2012. Et si vous connaissez les ramifications qu'il y a entre PetroAsia, qui est détentrice en tant que société de l'ensemble de PetroAsia Resources, qui elle-même a créé aux îles Caïmans Petrotim Corp et Petrotim News Co aux îles Caïmans, quelques jours après la signature de décret par Macky Sall. Oui, justement, on parlait des Wade, mais oui, et ensuite Macky Sall, après son élection à la présidence de la République, voilà la différence entre il a signé des peut-être décrets... la convention que le président Abdoulaye Wade a signée, oui, et le décret d'approbation de Macky Sall qui a hérité d'une convention qu'il a jugée anormale et pour laquelle il avait commis l'inspection générale d'État, une étude auprès de l'IGE. À la suite de cette étude qui est controversée aujourd'hui, en tout cas, j'attends
que Gallo Samb, qui a été mon professeur d'organisation administrative à l'ENAM cycle B, veuille bien édifier les Sénégalais si cet homme que je connais, qui a été le formateur de Madame Nafi Ngom Keïta, avant qu'elle ne fût administrateur civil, avant qu'elle ne fût inspecteur général d'État, cet homme-là, je le connais tellement intègre, si je vois sur un document apposé sa signature, je pense que c'est dans l'ordre normal d'une administration qui fonctionne. Je reviens à l'essentiel. Après avoir commandité ce rapport, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Macky Sall veuille bien reconsidérer les relations qu'il y a entre Franck Timis et ses premiers partenaires, dont Amadou Kanouté, pour que son frère Sall s'introduise par la création de Petrotim Sénégal, qui est une société anonyme unipersonnelle, quelques jours après la signature du décret d'approbation. C'est nébuleux. Ce rapport, il ne faut pas passer dessus parce que, pour résumer, pour aller vite, un rapport qui dit que Petrotim n'aurait dû jamais signer avec l'État sénégalais une quelconque convention en la matière parce que ayant des limites techniques et financières. C'est tellement évident pour n'importe quel agent de l'État de se rendre compte que quand il y a des vices dans la légalité même de l'acte qui a été pris, parce que si la loi prescrit des conditionnalités pour que l'autorité administrative chargée de prendre un texte administratif, ce qu'on appelle une compétence liée, doit respecter, il y a forcément un problème à reconnaître l'existence du rapport qui aurait naturellement alors été enfreint par la prise de décision du président Macky Sall. Il n'est pas possible. A-t-il fait exprès, Macky Sall, d'ignorer les conclusions de cette étude? Le reconnaître aujourd'hui serait pour lui, à la limite, accepter d'avoir produit un acte illégal. Même s'il n'avait pas reçu le document, sans doute il est le président de la République, il a les infos forcément sur un document aussi important et qui fait ces conclusions-là, qui dit Timis, il ne doit pas y être. Si j'étais président Macky Sall, élu le 25 mars 2012, et qu'on me présente un dossier aussi important que le transfert de notre propriété sur des ressources pétrolières et gazières, venant de prendre le pouvoir, j'aurais fait attention, j'aurais réfléchi, j'aurais fait la reddition des comptes, j'aurais commandité une enquête avant de décider. Ne serait-ce que pour ne pas endosser toutes les responsabilités qu'auraient pu naturellement créer mes prédécesseurs. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait naturellement. Ce qui aujourd'hui pose problème, c'est pourquoi Macky Sall, qui disait que une république ne s'accommode pas de la consanguinité, pourquoi Macky Sall a-t-il accepté que son frère de journaliste, même s'il a été envoyé toujours parce que Macky Sall était Premier ministre en Chine, comme conseiller chargé des affaires économiques, donc au bureau économique de l'ambassade de Chine. Même s'il était resté après le départ de Macky Sall du PDS et de la présidence de l'Assemblée nationale, il était resté aux fonctions. Mais parce qu'à l'époque, les Sénégalais ne le savent pas. C'est parce que c'est Karim Wade qui a voulu qu'Aliou Sall reste en Chine. Lui-même, il l'a dit, il était très lié à Karim Wade. Personne n'a voulu faire de la chasse aux sorcières quand Macky Sall a quitté le pouvoir. Et c'est connu. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir sur cette affaire, c'est que le Sénégal doit connaître la vérité. J'estime que, même si ce que BBC et tous les lanceurs d'alerte ont dit à propos de l'affaire Petrotim, il appartient à Aliou Sall de mettre à l'aise le président Macky Sall. Il appartient au président Macky Sall de travailler à ce que la lumière soit faite. Comment? Ici, il y a controverse autour de la Convention. On n'a qu'à la publier. Il y a des controverses autour du décret pris par le président de la République et du rapport de présentation. On n'a qu'à publier ces documents. Il y a des controverses sur les bénéficiaires économiques.
et des sociétés qui sont basées, logées dans les îles Caïmans, où personne ne peut savoir qui est réellement le propriétaire. Il suffit simplement que l'on veuille dire aux Sénégalais qui aujourd'hui détient une propriété sur son pétrole, de demander à Franck Timis, de demander à BP, de demander à toutes les personnes qui avaient été impliquées de faire éclore la vérité en nous disant à qui appartient Petrotim Newsco aux îles Caïmans, à qui appartient Petrotim Limited, à qui appartient PetroAsia, logé à Hong Kong. Vous avez des débuts de réponse, hein, vous, personnellement? Pour moi, tant que j'ai pas connaissance de ce qui sont les bénéficiaires économiques, peut-être qu'un jour, les Panama Papers vont nous révéler en réalité ce qui s'est passé avec l'affaire Petrotim. Et c'est en cela que c'est dangereux de vouloir pousser le bouchon trop loin avec BBC. Êtes-vous d'accord avec ceux qui avancent la thèse selon laquelle Macky Sall était obligé de signer des décrets d'approbation pour éviter une plainte de Timis? Administrativement et juridiquement, quel est votre avis là-dessus? Mais si le président Macky Sall avait des soucis par rapport à une éventuelle plainte ou à un éventuel contentieux soulevé par Franck Timis, il aurait suffi qu'il s'abstint de signer ce décret-là. C'est pourquoi il faut que nous revisitions nos connaissances en matière de validité et de validité des actes administratifs. Vous savez, le décret, il a un statut, il a un régime juridique. Quand c'est un acte unilatéral, c'est-à-dire le président de la République ou le Premier ministre ou n'importe quelle autorité administrative décide, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, il y a des obligations de publication dans le journal officiel. Il y a des obligations pour que ce texte soit opposable au tiers, que cela soit publié dans le journal officiel. Il y a aussi une obligation quand, même si c'est un acte uninominal dans le genre de contrat, si c'est défavorable à la personne, pour que cela entre en vigueur, il faut toujours une publication dans le journal officiel. Par contre, quand l'autorité administrative prend un acte administratif qui est favorable dans le cadre de droit à acquérir, la simple signature suffit pour son entrée en vigueur. Je prends à témoin tous ceux qui m'ont enseigné cette matière dans le cadre de ma formation, et tous les professeurs de droit administratif ne me contrediront pas. C'est à ce niveau peut-être qu'il va falloir trouver les raisons pour lesquelles le président Macky Sall devait ou non signer un décret à la place d'un décret qui avait été déjà signé, non encore numéroté selon les informations qui circulent. Babacar Gaye, l'invité du grand jury d'RFM. Et quand on vous entend parler de cette affaire-là, il n'y a pas de doute pour vous. Les soupçons de corruption, de concussion dans cette affaire sont justifiés? Depuis 2014, j'allais dire depuis 2013, je me posais toujours des questions quant à la gestion de ce dossier Petrotim. J'ai fait des recherches que j'ai consignées dans mes clouds, et j'ai découvert aussi que, en réalité, l'implication de Aliou Sall était liée au fait que son frère était devenu président de la République. Car les partenaires de Franck Timis, jusqu'au 6 mars 2012, n'étaient pas Aliou Sall. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 6 mars et le 19 juin? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Macky Sall accepte de signer un décret validant la convention qui lie la au Sénégal? La réponse Aliou Sall a été toujours j'étais employé salarié de Timis depuis 2011 quand Abdoulaye Wade était encore président de la République. C'est pas ce qui transparaît dans les documents que j'ai. Aliou Sall a commencé à travailler avec Franck Timis en juillet 2012, après la signature
du contrat par le président Macky Sall. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on entendait jusqu'ici. Oui, mais les documents sont là. Il suffit simplement de regarder ce qu'il y a comme certificat d'existence de Petro-Tim Sénégal SAU Incorporated qui a été créé le 4 juillet 2012. J'estime que, et comme l'a dit Aliou Sall dans sa conférence de presse, je termine sur cette question, c'est important. Ouais. Il a été conseillé par Amadou Kanouté, l'ancien directeur général de Petrosen, qui a été remplacé par Mbodj. Si Aliou Sall est conseillé par Kanouté, c'était dans le cadre de ses contrats avec Franck Timis pour gérer Petro-Tim Sénégal. Mieux. Et c'est là les Sénégalais doivent aussi aller chercher la vérité. Est-ce que vous savez que la société pétrolière avec Franck permettez-moi que je termine ici sur l'affaire. Attends, la concussion, vous la verrez tout de suite quand je vous dirai comment on a mis de côté comment on a mis de côté African Petroleum Sénégal, administré par Djibril Kanouté, créé au mois de janvier 2012, et l'implication de Aliou Sall à partir du mois de juillet 2012. La société African Petroleum SAU, administrée par Kanouté, et la société Petro-Tim Sénégal SAU, administrée par Aliou Sall, ont été créées dans un même siège social, dans une même suite, dans un même immeuble, sur l'avenue qui mène au Méridien Président. Et c'est formel, c'est constant. Tous les journalistes peuvent faire ces investigations pour savoir qu'il y a au moins une collaboration qui a existé entre ces deux entités pour une même cause, c'est-à-dire les ressources pétrolières du Sénégal. Sur les relations professionnelles entre Aliou Sall et Franck Timis, vous dites la même chose que lui. Il ne va pas nier ce que vous venez de dire. Il dit qu'il est salarié de Timis depuis 2011. J'ai dit non. Après, il y a eu Petro-Tim Sénégal, dont il était l'administrateur. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à l'époque, celui qui le conseille ne pouvait pas être Kanouté. Ça aurait été scandaleux que Kanouté, directeur général d'une entreprise publique sénégalaise, conseille quelqu'un qui représente une multinationale qui a besoin de prendre nos ressources pétrolières. Délit d'initié encore. Aliou Sall, s'il estime qu'il a signé avec Timis en 2011 sur les conseils de Kanouté, ça veut dire forcément qu'il y a ici un conflit d'intérêts manifeste entre lui, Franck Timis, et celui qui gérait nos pétroles. Franck Timis sentait-il une possible chute d'Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012 pour entretenir des relations d'affaires avec Aliou Sall, avec la montée à l'époque, pour ceux qui avaient des éléments d'appréciation sur cette élection sénégalaise, qu'il avait cette vision-là, Franck Timis, que oui, Macky Sall pourrait être président de la République, je deviens collaborateur de son frère. Pour ce que j'en sais, les relations Franck Timis, Aliou Sall ne datent pas d'avant la victoire du président Macky Sall. Pour ce que j'en sais, le peu que j'en sais, jusqu'à la défaite du président Abdoulaye Wade, Franck Timis n'avait pas avec Aliou Sall des relations d'affaires sur notre pétrole. C'est constant. Tous ceux qui sont fréquents au Terroubi, tous savent, quand Macky Sall a été élu président de la République, le trimestre qui a suivi, on voyait Aliou Sall, certains cadres de Petrosen, certains anciens DG de Petrosen, venir rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, parce que je ne peux pas dire que c'était Timis, en tout cas dans une suite, de manière fréquente. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais c'est à la suite de ça qu'on a vu la naissance de toute cette affaire Petro-Tim à partir du mois de juillet 2012. Je soupçonne en réalité que c'est Aliou Sall qui a facilité pour beaucoup la signature du décret du président Macky Sall. Sommes-nous alors en face d'un probable gros scandale, le plus gros sous la présidence Macky Sall? Pour l'instant, la manière dont les populations ont réagi, j'estime que nous sommes en train d'ouvrir une boîte à Pandore. C'est la première fois que je vois des Sénégalais déterminés à faire face à la soldatesque. C'est la première fois que je vois
des policiers arriver à des niveaux de manque de sérénité jusqu'à dégainer des pistolets. Le manque de sérénité aussi de Macky Sall et de son camp politique aux révélations de BBC, ça sème davantage de doutes dans votre esprit. Mais naturellement, on est en train de chercher... Dans la communication qu'ils ont faite jusqu'ici, en tout cas. Mais c'est à vous, professionnels de la communication et du journalisme, de constater que c'est rare de voir aujourd'hui une affaire qui est soulevée autant de controverses, mais qui est aussi occasionnée autant de contrefeux. Malheureusement, les contrefeux n'ont pas encore, pour l'instant, réussi à atténuer cette volonté des Sénégalais à réclamer la lumière sur le scandale Aliou Sall. Macky Sall qui a encore évoqué il y a quelques jours l'intégration de l'opposition et de la société civile dans le COS-Petrogaz, le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Une bonne garantie ou pas pour dans l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières? C'est juste un service après-vente qu'il cherche à asseoir. En ces matières de contrat et en ces matières de gestion de ressources, que ce soit l'or, le bauxite, le manganèse, le pétrole, ce qui fait courir les multinationales et ce qui occasionne des guerres partout, je dis bien partout où il y a des ressources, il y a la guerre. Pourquoi ? Parce que les intérêts sont énormes, qui sont en jeu sont énormes. L'économie mondiale dépend pour l'essentiel de ces minerais et de ces matières. Les pays africains n'ont pas ni les moyens, ni les ressources humaines de qualité, il faut le reconnaître, ni la technologie qu'il faut pour ne pas avoir besoin justement de l'apport des autres. Malheureusement, ce sont nos dirigeants qui prennent le flanc. Ce sont nos dirigeants qui n'ont pas en interne créé les conditions de faire bloc. D'abord, de manière inclusive, en acceptant que ceux qui ne sont pas aux affaires, c'est-à-dire les vaincus, et ceux qui sont de la société civile, que tous ensemble nous fassions bloc pour négocier la manière dont nos ressources, dans la transparence, sont gérées. En Afrique et dans les pays du Sud, je suis favorable à ce qu'Abdoulaye Wade proposait, c'est-à-dire un organisme intercontinental de gestion des ressources naturelles, qui aurait l'avantage de négocier directement avec les multinationales. L'organisme intercontinental, dans le cadre des États-Unis d'Afrique, aura vocation à décharger les États individuellement pris de négocier en face des multinationales qui ont des experts beaucoup plus rodés. Malheureusement, nous, et je suis obligé de le reconnaître, nous avons une administration le plus souvent pas républicaine, de nature à ce que ces agents acceptent, parce que par ignorance des fois, par moment par intérêt, le plus souvent pour chercher des débouchés à leur fin de carrière. Ils négocient en défaveur de leur pays. Or, l'organisme international, je veux dire intercontinental, aurait permis de rassembler un maximum d'experts pour gérer des questions qui ne sont pas forcément des ressources pour le Sénégal, des ressources pour le Nigeria, des ressources pour le Tchad. Mais ce seraient des ressources qui appartiendraient à ces pays, mais gérées au plan continental. Et malheureusement, jusqu'à présent, avec l'égoïsme des chefs d'État, nous ne sommes pas à l'abri de la corruption. Parce que ici, et comme on le veut dans notre société, et quand tu es au pouvoir, en général, tes parents te disent, mais tiens, c'est l'occasion de t'enrichir. Et c'est dommage. Je parlais tout à l'heure de l'opposition et de la société civile dont le chef de l'État réclame toujours la présence dans ce COS-Petrogaz, le comité d'orientation stratégique. J'ai répondu que c'est pour du service après-vente. Oui, en fait, la prochaine question, c'est que dans le même registre presque, le chef de l'État a lancé fin mai le dialogue national. On enchaîne avec les questions politiques. Le dialogue national dans lequel est inclus le dialogue politique. Faut-il encore douter de la sincérité du président Macky Sall? Je reprends une expression d'une partie de l'opposition. Je pense que le président Macky Sall avait toutes les raisons de convoquer ce dialogue. C'est toujours dans ses ambitions d'assurer un service après-vente de tous les forfaits qui ont été commis, aussi bien au plan politique qu'au plan économique. Le président Macky Sall sait qu'il sera difficile de gérer ce second mandat, d'autant que dans son camp déjà, il y a des velléités de rébellion, car la problématique de sa succession va se poser très rapidement. L'un dans l'autre,
C'est lui qui a intérêt à ce que le pays soit stable. C'est lui qui a intérêt à ce que l'opposition n'ait pas beaucoup de récriminations par rapport à sa manière de gérer. C'est lui qui a intérêt à ce que les Sénégalais oublient ce qui s'est fait avec lui, sa famille, sa belle famille, son clan. Il a 5 ans pour nettoyer ce qu'il a fait pendant 7 ans. C'est pourquoi ce dialogue me semble être pour lui un moyen de se réconcilier avec les Sénégalais, mais de permettre aussi à la classe politique une porte de sortie après la scandaleuse organisation de ces dernières élections, qui plus est, je pense, a été un traumatisme pour la classe politique sénégalaise. Si l'opposition accepte de poursuivre le dialogue, c'est pour patriotisme, c'est pour peut-être avoir un moyen de créer les conditions pour que, aux prochaines élections, que ce soit locales, législatives ou présidentielles, qu'ils puissent défaire le camp présidentiel. Pour le président Macky Sall, ce n'est pas son affaire. Il veut juste stabiliser le pays, gouverner, changer ce qui peut être changé de manière positive. Je lui prête une intention louable dans ce sens-là, et après peut-être quitter le pouvoir avec le moins de risque d'être poursuivi. Un dialogue en tout cas boycotté par l'ancien président Abdoulaye Wade, mais son adjoint au PDS, Oumar Sarr, s'est rendu à la cérémonie de lancement de ce dialogue le 28 mai dernier. Qu'est-ce qui se passe au Parti démocratique sénégalais aujourd'hui, votre parti? Ce qui se passe dans tous les partis politiques qui connaissent des difficultés de management. Je pose la question parce que quand on voit le fidèle Oumar Sarr apporter la contradiction à Abdoulaye Wade sur des questions comme celle-là, on se pose naturellement la question. Je pense que peut-être Oumar Sarr aurait pu apporter la réponse idoine. De loin, j'estime qu'il y a aujourd'hui une rupture d'orientation politique. Chacun des acteurs, que ce soit le président Abdoulaye Wade, secrétaire général du parti, que ce soit Oumar Sarr, adjoint coordonnateur du parti, a l'obligation de poser le débat de manière nette et précise pour que les militants à qui appartiennent le Parti démocratique sénégalais tranchent la question. Comment vous vivez aujourd'hui votre départ du poste de porte-parole du Parti démocratique sénégalais? C'est Abdoulaye Wade, je le rappelle, qui a décidé de vous faire remplacer par la Chambre de Sall. Mais comme je l'ai exprimé dans ma page Facebook, juste quand j'ai eu l'information, je remercie Allah de m'avoir donné cette opportunité de me libérer de cette charge. Êtes-vous toujours un militant du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gaye? L'un des plus fervents militants, engagés, déterminés à sauvegarder le patrimoine que Abdoulaye Wade nous laissera nécessairement. Ma part de ce patrimoine sera sauvegardée et j'y travaille. Allez-vous rester au PDS alors? Je suis toujours au Parti démocratique sénégalais. Je compte rester au Parti démocratique sénégalais, pas comme je l'ai toujours fait, un militant qui a des responsabilités nationales qui lui imposaient une certaine réserve. Aujourd'hui, il s'agit naturellement de prendre le taureau par les cornes et de proposer aux militants du parti une approche nouvelle. C'est-à-dire, comment sortir de cette crise que vous venez d'annoncer? Quelle perspective pour le parti dans un Sénégal d'une autre façon de faire la politique? Quel leader politique ou quel leadership pour faire face à l'émergence des forces comme on les voit sur le terrain? Quel type de programme par rapport aux besoins actuels du Sénégal? Parce que le programme du PDS date de 1978, 76, 78. Sur le profil de leader du PDS, il y a quelques mois encore, vous étiez pour un certain Karim Wade, non? Nous étions pour un candidat Karim Wade. Candidat à la présidentielle de 2019. Le débat sur qui doit être secrétaire général du parti ne s'est pas encore posé. Naturellement, il va se poser. Et comme dans tous les partis démocratiques, tous ceux qui estiment devoir porter la charge, parce que d'abord, légitimement, ils peuvent, techniquement, ils en sont capables,
Et ceux-là, naturellement, vont certainement s'exprimer. Mais nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réorganisation du parti autour d'un nouveau programme. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la mise en place d'une autre forme de leadership. Nous ne pouvons pas faire l'économie de réfléchir sur un programme alternatif de gouvernement pour que demain, celui qui sera candidat puisse être le candidat du Parti démocratique sénégalais. Avez-vous et non une ambition son personnelle pour diriger le PDS? On verra. Tous les militants du Parti démocratique sénégalais doivent avoir une ambition un jour d'en être le secrétaire général. Le Parti démocratique sénégalais peut-il revenir au pouvoir en 2024 déjà? Ça va être très difficile pour 2024. C'est pas impossible, mais il va falloir beaucoup travailler. Il va falloir beaucoup rénover. Il va falloir beaucoup discuter. Il va falloir faire beaucoup de compromis et il va falloir choisir les hommes qu'il faut, l'équipe qu'il faut, dans le cadre d'un management nouveau et qui serait peut-être en phase avec ce que les Sénégalais attendent de leur leader politique. Plus d'éthique. En résumé, il faut plus de transparence. Il ne faut plus qu'Abdoulaye Wade décide tout seul des postures du PDS et des ambitions du parti. Tant que nous étions en train de nous battre pour acquérir le pouvoir et de le conserver, naturellement, le président Abdoulaye Wade avait cette capacité à agir pour le compte de tout le monde. Il n'y a plus d'Abdoulaye Wade. Personne ne peut réincarner Abdoulaye Wade, que je sache. En tout cas, je n'ai pas, moi, la prétention de pouvoir le faire. Et de ce point de vue, tout ce que nous devons faire, cela va sans dire, se fera dans le cadre d'un leadership partagé. Andou Nawlé. Abdoulaye Wade, je lui souhaite une très bonne santé, une longue vie, qu'il continue à nous orienter, à nous aider, à nous repositionner, mais il n'est plus l'enjeu majeur pour le PDS de demain. Babacar Gaye, vous êtes aussi un ancien président du conseil régional de Kaffrine, le conseil régional qui n'existe plus au Sénégal. On est presque la saison des pluies. Kaffrine et les inondations, surtout dans la commune, ça dure depuis des années. L'État ne semble pas avoir pris les mesures les plus efficaces pour mettre fin à cela. C'est récurrent. Tous les gouvernements qui sont succédés, y compris le nôtre, ont toujours promis aux Kaffrinois une solution définitive à ces inondations. Et qui plus est, le président Macky Sall, parce que c'est lui qui est aujourd'hui à la tête de l'État, avait promis lors de son conseil, son fameux conseil des ministres délocalisé, que Kaffrine aurait aujourd'hui une station de pompage d'eau, de l'assainissement, et que, comme toutes les bonnes villes, comme Dakar, sont plan de Khaï. Rien n'a été fait. Il appartient aux Kaffrinois d'en tirer toutes les leçons et toutes les conséquences. Malheureusement, lors des dernières élections, ils ont oublié peut-être tout ce que le président Macky Sall avait promis. Au plan local, il y a des efforts à faire pour ceux qui sont aux affaires. Je rappelle, et pour le compte de tous les auditeurs de RFM qui nous écoutent, que je n'ai jamais été maire de Kaffrine. Il y a une confusion entre mon grand frère Babacar Gaye, Elhadji Babacar Gaye, et moi-même qui fus président du conseil régional. Je n'ai plus de combats locaux. Ça aussi, il faut que tout le monde le sache. Aujourd'hui, Babacar, je suis obligé de te le dire. Mes principes seront au service des grandes affaires, des grandes causes. Je me battrai naturellement pour tout ce qui touche à réaliser les grandes ambitions et je laisse à la miséricorde les petites querelles. Donc, je suis obligé de parler de Kaffrine naturellement et ce qui peut apporter un plus pour les populations, mais de plus en plus, je m'inscris dans une perspective de proposer aux Sénégalais une meilleure alternative. On va terminer cette émission par du football. Hein. Vous êtes un amoureux des sports. Que j'aime bien. Dans 5 jours, la CAN 2019 en Égypte. Voyez-vous les Lions vainqueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations de football là? Je le souhaite ardemment. Je le souhaite vivement.
Mais pour cela, il faut plus de discipline, oui, plus de rigueur, parce que nous avons les hommes qu'il faut. Avons-nous l'équipe capable de nous remporter la coupe? C'est ça la question. Quand je parle d'équipe, c'est d'abord le management de l'équipe, c'est ensuite les techniciens qui sont autour de l'équipe, c'est enfin l'ambiance qui règne entre les différents éléments de cette équipe. J'ai été très heureux de constater que l'équipe a compris que Sadio Mané devrait aujourd'hui être porté au pinacle. Ils l'ont bien accueilli dans leur centre de stage en héros pour avoir naturellement avec Liverpool remporté la Ligue des Champions. C'est une première. J'aimerais que notre équipe nationale surfe sur cette vague et que Salah, qui était son coéquipier, ne puisse pas constituer un complexe pour les autres joueurs sénégalais. Parce qu'en réalité, Sadio Mané a été meilleur que lui pendant cette Ligue des Champions. Babacar Gaye, merci d'être venu devant le grand jury d'RFM, ex-porte-parole du PDS, ancien ministre d'État, directeur de cabinet politique du président Abdoulaye Wade, l'ancien président Abdoulaye Wade. Merci à Abdou qui est à la régie. Merci également à Maggie, la digital manager. Restez sur RFM.